Nous allons maintenant passer à la thématique de ce matin. La thématique de ce matin qui est l'application rationnelle personnelle du droit de punir, la multiplication des compétences juridictionnelles concurrentes. À cet effet, quel est le juge le plus compétent et le plus efficace pour punir les crimes qui tombent sous le coup du droit pénal international? Est-ce le juge national? Est-ce le juge étranger? Est-ce le juge international? C'est de toutes ces questions qui sont toutes aussi fondamentales qu'actuelles en droit en général et en droit pénal international en particulier que les panélistes de ce matin vont traiter. Et nous écouterons à cet effet tour à tour Madame la professeure Julie Alix, qui traitera du juge national comme juge naturel, en s'interrogeant, de Monsieur Marc Anzelin, qui traitera de la concurrence du juge étranger, de la professeure, Madame la professeure Paola Gaeta, qui s'interrogera sur la concurrence du juge pénal international. Après cela, normalement, on aura une petite pausette, mais vraiment toute petite. Nous reprendrons avec le professeur Stefano Manocorda sur les compétences des institutions de l'Union européenne. Et nous terminerons avec une interrogation du juge Daniel Frezen sur l'internationalisation des juges de compétences irréductibles du juge interne. Est-ce qu'il s'agit là d'une posture face à l'internationalisation? Et pour commencer, nous allons donc écouter Madame la professeure Julie Alix, qui a agrégé des facultés de droit, dont les travaux ont souvent porté sur les relations entre le droit et les terrorismes, mais aussi sur le juge naturel, sur le juge interne. C'est donc tout naturellement qu'elle va s'interroger sur le juge naturel comme sur le juge national comme juge naturel. Vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Le naturel n'est pas tout aussi évident pour tout le monde, mais je veux absolument remercier Muriel Ubeda-Sayar pour avoir conçu ce très beau projet, ce très ambitieux projet et ce très complexe projet dans sa tête, et pour m'y avoir associé. C'est aussi un grand plaisir pour moi de partager ce moment important dans la vie du droit international. C'est une grande première, j'en suis très, très heureuse de parler devant votre société. Alors, compte tenu du format très court qui nous est imposé, je vous demanderai de bien vouloir m'excuser pour avoir sacrifié aux traditionnelles exigences de plan, et puis je vais essayer de vous proposer une réflexion un peu linéaire sur les questions qui me sont suggérées. Alors, aborder la question des mutations de la souveraineté pénale sous l'angle de l'application rationnée personnée du droit de punir invite notamment à s'interroger sur les mécanismes qui permettent à un État de revendiquer sa compétence pénale lorsqu'un de ses ressortissants est impliqué dans la commission de l'infraction, mais alors même que les faits n'ont pas été commis sur son territoire, et donc par conséquent que son ordre public n'a pas a priori été bafoué. Qu'est-ce donc qui justifierait que ce juge, le juge national, soit le juge naturel de ce litige ? Il faut, pour commencer, dire un mot de cette idée du juge naturel qui ne va pas de soi, qui n'est pas non plus si naturel que ça. Mais cette idée du juge naturel, c'est une idée qui, néanmoins, est ancienne. Alors, sans remonter trop loin, on la trouve consacrée sous forme de principe par la loi des 16 et 24 août 1790, dont l'article 16 dispose que tout privilège en matière de juridiction est aboli, tous les citoyens sans distinction plaident dans la même forme, devant les mêmes juges, dans les mêmes cas. Et l'article 17 de cette loi ajoute « L'ordre constitutionnel des juridictions ne pourra être troublé, ni les justiciables distraits de leur juge naturel par aucune commission, ni par d'autres attributions ou évocations que celles qui sont déterminées par la loi. » Le droit au juge naturel traduit ainsi, on le voit, une volonté de protection contre l'arbitraire et s'inscrit dans le sillon du principe d'égalité. Aujourd'hui, ce droit au juge naturel n'est pas explicitement consacré et d'ailleurs fait l'objet de débats dans son existence même. Pour autant, on peut dire qu'il a été renforcé, si on en admet l'idée, on peut dire qu'il a été renforcé certainement par la consécration d'un droit fondamental au juge,
d'un droit à un juge indépendant, un juge impartial, un juge jugeant publiquement et contradictoirement, le tout dans un délai raisonnable. Finalement, ce droit à un juge équitable, si l'on peut dire, renforce d'une certaine façon la revendication d'être jugé par son juge naturel. Ce qui d'ailleurs pose la question de l'universalité du questionnement sur le juge naturel. Est-ce qu'on s'interroge sur son juge naturel lorsqu'on est ressortissant d'un État autoritaire? Mais c'est une question que je n'ai pas le temps d'aborder. Mais donc, il faut se demander qui est ce juge naturel en matière pénale. Est-ce le juge du lieu de l'infraction? Est-ce le juge du lieu d'arrestation? Est-ce le juge du lieu de résidence de l'auteur ou bien de la victime? Eh bien, en droit pénal interne, aujourd'hui, comme en droit pénal international, le Code pénal et le Code de procédure pénale retiennent la compétence de toutes ces juridictions. Il y aurait donc plusieurs juges naturels. Cette observation, à elle seule, me semble-t-il, affaiblit immédiatement l'hypothèse même d'un juge naturel. Mais si l'on en accepte l'idée, si l'on accepte les termes de la question, et si l'on revient plus précisément au questionnement qui nous est fait, le juge national est-il donc le juge naturel des ressortissants français en matière pénale lorsqu'ils sont impliqués dans une infraction commise à l'étranger comme auteur ou comme victime? Pour répondre à cette question, il nous faut revenir sur les fondements de la compétence personnelle. Qu'est-ce qui justifie, et mon prédécesseur, le professeur Louis Carbonnière, en a déjà dit un mot, qu'est-ce qui justifie que le droit pénal d'un État suive ses ressortissants dans leurs déplacements internationaux? À l'origine, explique Henri Donnedieu de Vabre, la compétence, et c'est d'ailleurs ce qui ressort des travaux préparatoires de la loi de 1866, dont vous venez de nous parler, à l'origine, la compétence personnelle est un dérivé de la compétence territoriale. Comme l'illustre cette fiction lombarde médiévale citée par Henri Donnedieu de Vabre, selon laquelle le citoyen partant à l'étranger emporte à ses semelles une parcelle de son sol natal. Loin d'avoir disparu, cette fiction semble toujours vive, même si la compétence personnelle a su gagner son autonomie par rapport à la compétence territoriale, et surtout, elle a su s'amplifier, notablement dans le dernier quart du XXe siècle. Alors, plusieurs raisons sont traditionnellement invoquées pour justifier cette compétence personnelle active ou passive de l'État. Et M. de Carbonnière en a cité quelques-unes. D'abord, pour justifier que les tribunaux français soient compétents pour juger l'auteur français d'une infraction commise à l'étranger, on évoque principalement le principe de la non-extradition des nationaux, qui aboutirait à priver la répression de toute efficacité si l'auteur des faits se réfugiait dans son pays après les avoir commis. Aut dedere, aut judicare, dit-on aujourd'hui, il faut poursuivre puisque l'on ne peut t'extrader. C'est une exigence finalement de lutte contre l'impunité qui se trouverait au fondement de la compétence personnelle active. Mais cette explication ne vaut que pour autant que l'auteur des faits ne se trouve plus sur le territoire de commission des faits. À l'inverse, tant qu'il est sur ce territoire, il n'y a pas a priori de risque d'impunité parce que l'auteur peut être poursuivi devant les juridictions territorialement compétentes. Dans ce cas, la revendication de l'exercice de sa compétence par l'État dont est ressortissant l'auteur des faits s'expliquera avant tout par l'idée que l'infraction a porté atteinte aux intérêts moraux de la France. Et finalement, on retrouve là aussi l'idée que l'impunité éventuelle qui résulterait de l'inertie des autorités locales serait préjudiciable aux intérêts de la France, qui préfère, dans ces conditions, s'assurer de l'effectivité de la répression pénale. Ces deux motivations de la compétence personnelle active ne doivent pas occulter le fait que bien souvent, l'exercice de cette compétence personnelle traduit aussi, peut-être surtout, une forme de méfiance envers la législation et l'ordre juridique étranger. Et l'on retrouve bien ici cette idée que le juge national est le juge naturel parce qu'il est le juge de confiance, celui qui partage une culture commune avec le justiciable et qui, aujourd'hui, en plus, assure la protection des droits fondamentaux de ce justiciable. Les fondements de la compétence personnelle passive, quant à elle, sur laquelle je vais m'arrêter un instant, sont autrement plus hasardeux. Comment, en effet, justifier que la compétence, que la France, soit compétente pour juger l'auteur d'une infraction, quelle que soit sa nationalité, d'une infraction commise à l'étranger,
à l'encontre d'une victime française. La doctrine est assez critique vis-à-vis de cette compétence, qui est une compétence très récente. Elle n'a été généralisée pour les crimes qu'en 1975 et pour la quasi-totalité des délits, c'est-à-dire l'ensemble des délits punis d'emprisonnement, depuis l'entrée en vigueur du Code pénal en 1994. C'est donc une expression très récente de la souveraineté. Au fond, ce qui justifie cette compétence personnelle passive, ce sont des considérations victimologiques. L'expansion de cette compétence est une conséquence de ce que Xavier Pain nomme l'avènement d'un droit pénal compassionnel et qui conduit progressivement le droit pénal à déplacer son centre de gravité vers la victime de l'infraction, qui conduit par ailleurs à cette triangulation du procès pénal, la victime devenant une partie à part entière, au même titre que l'auteur ou le ministère public. Alors si la compétence personnelle passive est heureusement, comme l'est la compétence personnelle active, une compétence subsidiaire, elle souffre de critiques très supérieures à la compétence active. On n'a pas le temps de s'arrêter sur toutes ces critiques, mais la principale de ces critiques réside dans le fait que l'exercice de la compétence personnelle passive n'est pas soumis à la condition de double incrimination en matière délictuelle. Comme l'a écrit René Coering-Joulin, enfin, elle n'est pas soumise du tout, d'ailleurs, à la condition de double incrimination. Comme l'a écrit René Coering-Joulin, on mesure la surprise désagréable de l'auteur ou du complice étranger, soudain attrait devant les tribunaux français pour se voir appliquer un droit français inconnu de lui, alors que là où il a agi dans le respect de la loi du territoire. L'auteur conclut « Admissible en matière criminelle, une telle approche est difficilement justifiable en matière correctionnelle. Pourquoi ? Parce que d'une part, l'infraction est comme déconnectée de tout contexte international, et d'autre part, parce qu'il s'agit bien souvent de protéger un ordre public conjoncturel, artificiel, et bien loin de toute dimension universelle. Les exemples se multiplient aujourd'hui, en droit pénal des affaires, mais aussi en droit pénal commun, avec la surmobilisation du système pénal dont Muriel nous a parlé dans son rapport introductif hier. En l'absence de double incrimination, il est en effet difficile de considérer que la législation française assure la prééminence de valeurs communes. Dans ces conditions, est-il encore possible de penser la compétence personnelle passive comme une compétence de protection d'un ordre juridique ou de valeurs, ainsi que l'analysé Donne-Dieu de Vabre, qui analysait la compétence personnelle passive comme finalement un ersatz de compétences universelles, et qui aurait donc, la compétence personnelle passive, vocation à s'effacer à mesure que la compétence universelle gagnerait du terrain et s'imposerait. Comment, aujourd'hui, voir dans les développements de cette compétence personnelle passive autre chose qu'une forme d'impérialisme de la loi française? Ce qui nous ramène à la question plus large qui nous est posée dans ce colloque, qui est celle de la souveraineté des États. Le temps est bien trop court pour proposer autre chose que des pistes de réflexion, mais je voudrais en proposer quelques-unes et vous soumettre quelques interrogations en guise de conclusion. Voilà, je viens de lancer le mot « l'impérialisme de la loi française ». Et je voudrais m'arrêter un peu sur cette question. Peut-on dire que l'exercice de la compétence personnelle est toujours la manifestation d'un pur acte de souveraineté imposé ? La question se pose, me semble-t-il, au regard de l'articulation des règles du droit pénal international et des mécanismes de coopération qui apparaissent comme des correctifs à cette idée d'impérialisme. En effet, si l'on réfléchit, si finalement la répression, en France pour ne prendre que cet exemple, est exercée en vertu d'une compétence personnelle, c'est le plus souvent parce que l'État de commission des faits aura décliné sa compétence territoriale parce que cette compétence est principale. Et c'est aussi parce qu'il aura bien souvent accepté l'extradition ou la remise de l'auteur des faits à la France qui revendique sa compétence personnelle. Finalement, deux actes de souveraineté négative, déclinaison de compétences et acceptation de la remise, qui justifient un acte de souveraineté positive par les juridictions françaises et qui font le jeu de cette compétence personnelle qui est expansionniste.
La souveraineté, dans ce cas, est alors non pas imposée, mais comme on l'a dit hier, partagée, pour reprendre la formule qui avait donc été proposée, je crois, par Mireille Delmas-Marty, ou peut-être par Olivier Kahn, je ne sais plus. Et puis, autre question sur l'impérialisme. Si impérialisme il y avait, s'agirait-il véritablement d'un impérialisme de la loi française ou d'un impérialisme des droits de l'homme ? L'effet des droits de l'homme sur l'existence et sur l'exercice des compétences personnelles pose en effet, me semble-t-il, plusieurs questions, et j'en retiendrai deux. D'abord, la question de la concurrence des systèmes. La victime jouit aujourd'hui d'un traitement juridique à l'auteur, on l'a vu, et c'est un effet de l'universalisme des droits de l'homme qui profite à tout le monde, victime ou auteur d'une infraction, à tout justiciable. Cette égalité des armes entre l'auteur et la victime trouve donc une traduction en droit pénal international dans cette double compétence personnelle active et passive. Mais lorsque l'auteur et la victime sont de nationalités distinctes et agissent dans un pays tiers et que les faits se commettent dans un pays tiers, eh bien finalement, chacun a son juge naturel. Et chaque juge naturel entre en concurrence avec un troisième juge naturel qui est celui du territoire de l'infraction et qui finalement, au regard du droit pénal, est peut-être le plus naturel de tous, en tout cas au regard de l'objet du procès pénal, qui est la recherche et la poursuite des auteurs d'infractions et donc la recherche des preuves. Une parenthèse ici s'impose, me semble-t-il. Il faut remarquer encore que ce mot naturel n'a pas grand-chose de naturel et que, en tout cas, il n'est pas synonyme d'efficacité des investigations. Parce qu'en cas de compétence personnelle, d'exercice de la compétence personnelle, l'efficacité des investigations demeure tributaire par le jeu des commissions rogatoires internationales ou par le jeu des décisions d'enquête européennes aujourd'hui, des autorités locales. Donc, on voit bien qu'on a la méfiance un jour qui justifie l'exercice d'une compétence personnelle, mais une confiance le lendemain pour l'exercice des investigations sur le territoire de commission de l'infraction. La deuxième question que pose l'effet des droits fondamentaux sur l'exercice des compétences me conduit à dire un mot de l'étendue de la répression. C'est une façon générique de dire ce que je voudrais aborder maintenant. L'étendue de la répression. Michel Massé, dans son article fondateur sur la souveraineté pénale, a insisté, après l'avoir démontré, sur quelque chose d'important, me semble-t-il. Il a écrit « La souveraineté pénale apparaît plus protectrice que tyrannique, plus universaliste que captatrice. » Et je voudrais essayer de mettre à l'épreuve cette conclusion au regard des nouvelles formes d'expansion des compétences personnelles actives et passives lorsque l'auteur ou la victime de l'infraction ne sont pas de nationalité française, mais sont résidents français. Cette résidence française, elle justifie par exemple que les juridictions françaises soient compétentes pour juger l'auteur résident français d'un acte de tourisme sexuel commis à l'étranger ou bien encore récemment d'un acte de terrorisme commis à l'étranger. Ou bien elle justifie, cette résidence française, que les juridictions françaises soient compétentes pour poursuivre l'auteur, quelle que soit sa nationalité, d'un acte de mutilation, par exemple une excision commise à l'étranger sur une victime qui n'est pas française mais qui est résidente française. L'affirmation de cette compétence aux résidents français traduit certainement une forme d'impérialisme de la loi française. Mais au fond, on peut se demander si on ne retrouve pas ici l'idée d'égalité qui se trouve au fondement de l'idée du juge naturel et l'idée qui se trouve au fondement des compétences personnelles, qui est l'idée d'impunité, de lutte contre l'impunité. Idée à laquelle finalement l'affirmation d'un devoir de punir certaines atteintes graves contre les personnes conférerait la dimension d'un droit fondamental. Et c'est ici que l'on retrouve finalement la proposition, qui était celle de Don-Dieu de Vabre, de penser la compétence personnelle comme un substitut à la compétence universelle. J'explique ma pensée et j'ai bientôt terminé. Aujourd'hui, l'universalisation du droit de punir passe peut-être davantage par l'exercice extraterritorial d'une compétence et l'affirmation hégémonique de valeurs qu'elle protège, que par la définition de nouvelles infractions internationales qui relèveraient soit de la compétence d'une juridiction internationale dont on a vu les difficultés hier, soit des juridictions nationales sur le fondement d'une compétence universelle.
Donc finalement, c'est la proposition inversée et ce serait la compétence personnelle passive qui finalement dépasserait la compétence universelle et prendrait le pas sur elle. Que peut-on conclure de ces quelques pistes? Certainement que le contrôle que l'État entend garder sur ses ressortissants est un acte de souveraineté qui, loin d'être affaibli par l'apparition des compétences universelles, par l'expansion de la compétence territoriale ou encore par l'harmonisation des législations pénales et l'amélioration de la garantie des droits fondamentaux, qui pourraient être des facteurs d'affaiblissement de la compétence personnelle. Au contraire, ces facteurs semblent renforcer le contrôle que l'État a sur ses ressortissants. Comme si, au fond, les droits de l'homme devenant non plus une limitation au pouvoir de punir, mais un fondement, le fondement du pouvoir de punir, justifierait la multiplication des compétences concurrentes, voire redondantes ou surabondantes, car en matière pénale, mieux vaut trop que pas assez. C'est le mal de notre époque. Les manifestations du pouvoir de punir se multiplient parce que son fondement évolue, et alors là, il n'est plus tant question d'égoïsme du droit pénal que d'universalisme, en réalité, du droit pénal. Cela dit, et c'est mon tout dernier mot, l'universalisme ne rompt pas forcément avec l'impérialisme. C'est toute la question de l'hégémonie ou, au contraire, du consensus dans la définition des valeurs protégées. Mais c'est une autre réflexion qui s'ouvre ici. Je vous remercie pour votre attention. Merci pour ces développements. J'aurais compris qu'il existe peut-être plusieurs juges naturels. S'il existe donc plusieurs juges naturels et qu'il existe une concurrence entre ces divers juges naturels, peut-être que c'est le juge étranger qui viendra trancher ces litiges.